Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. La guerre en Ukraine vient de franchir le cap des 1000 jours et le pays traverse une mauvaise passe. La Russie grignote du terrain à l'est. Des millions d'Ukrainiens ont été chassés de chez eux, mais le long de la ligne de front, il reste des civils qui refusent de partir, soit pour aider un proche, soit par principe ou par manque d'argent. Ils survivent au rythme des attaques aériennes russes sur leur village fantôme. Une équipe de l'AFP est allée à leur rencontre dans l'oblast de Donetsk. Sur place, le moral est bas et certains avouent ouvertement attendre avec impatience l'arrêt des combats sans croire véritablement à la paix promise par Donald Trump. Pour ce Sur le fil, je vous propose donc un voyage le long de la ligne de front à 600 km à l'est de Kiev avec mes collègues Florent Vergne et Marieke Vermaak. Sur le fil. Sur des kilomètres, des villages fantômes aux maisons éventrées par des bombardements. Nous sommes dans la région de Kourakové, au sud de la ville de Pokrovsk. Autour des villages, des champs abandonnés où les cultures pourrissent sur pied. Le long de la ligne de front qui court sur plus de 1000 km du nord au sud du pays, l'Ukraine s'est vidée de sa population. À l'est se trouvent les régions conquises par l'armée russe, près de 20% du territoire ukrainien. Mais quelques habitants restent. Anatoly, âgé de 37 ans, est le propriétaire d'un des seuls magasins encore ouverts d'Adrivka. Il s'est donné pour mission d'aider les personnes âgées et handicapées qui n'ont pas encore été évacuées et qui n'ont aucun point de chute ailleurs. La femme d'Anatoly et son jeune fils sont déjà partis. Ma femme me dit de partir. Elle demande « Pourquoi tu restes là ?» Mais moi, en tant qu'humain, je me dis « C'est dommage de partir. Ce magasin, ce terrain, cette maison, tout ce qu'il y a dans la maison, j'ai travaillé toute ma vie. Je n'ai rien volé. C'est dommage. » Tant qu'il a encore quelques boîtes de conserve à vendre et qu'il reçoit du pain de temps en temps, Anatoly fait tourner son épicerie. Il partira quand l'électricité sera coupée. En attendant, l'épicier vit au rythme des bombes guidées russes, connues sous le nom de KAB. Elles provoquent d'immenses cratères. Le danger, ce sont les câbles. Les câbles volent tous les jours. Il y en a 3 fois par jour. Parmi les quelques irréductibles du village, il y a aussi son ami Valérie. L'agriculteur de 46 ans ne cache pas sa peur des KAB. Effrayant. Tant que ça ne vole pas, ça ne fait pas peur. Plus de 500 000 personnes ont quitté la région de Donetsk et Valérie sait qu'il devra suivre le même chemin tôt ou tard. On a demandé aux militaires. Peut-être qu'on restera ici encore une semaine, c'est tout. Mais on ne peut rien y faire. Je veux juste rester chez moi le plus longtemps possible, dans ma maison. Nous resterons encore un peu, puis nous partirons. Anatoly et Valérie refusent de quitter leur terre ou leur boutique, alors qu'ils reçoivent très régulièrement des messages des autorités ukrainiennes leur demandant d'évacuer. Moi-même, j'en ai reçu. En fait, dès qu'on arrive dans l'oblast, avec une carte SIM ukrainienne, on reçoit ces messages qui appellent à évacuer le plus vite possible. Florent Vergne est reporter au bureau de l'AFP à Kiev. Et ce sont des appels qui se multiplient, même il y a des militaires qui nous disent en fait c'est problématique parce qu'on a des civils qui ne veulent pas évacuer, il faudrait qu'ils puissent partir. Et il y a des groupes humanitaires qui font les évacuations avec les minibus par exemple, qui viennent et qui vont frapper à la porte de chaque personne tous les jours en leur laissant un numéro vert. Si jamais il y a un problème, si jamais vous voulez évacuer, appelez-nous. On va venir vous sortir de là. Alors, qui c'est qui reste ? C'est surtout des gens qui n'ont pas d'argent pour pouvoir partir, des gens qui n'ont pas de famille ailleurs, ou des gens qui sont trop âgés, trop malades pour pouvoir partir, ou qui doivent s'occuper d'une personne handicapée. Il y a aussi des gens qui, en fait, nous disent nous, Russes, Ukrainiens, on s'en fiche, on veut juste rester là parce qu'on a nos terres, on a nos cimetières, etc. Autour du village, les terres ont été inondées. Selon le gouverneur régional, une des retenues du lac artificiel en amont a été endommagée par un bombardement russe. Pas de quoi décourager Alexander Roubets. Le vieil homme vit seul avec ses chiens. Les troupes russes se rapprochent, mais il attendra le dernier moment. Je me fiche de savoir qui est là. Je ne vais pas partir. C'est sûr à 100%. Où irait un grand-père ? J'ai des petits-enfants. Ils ont tous déménagé. Je suis fier d'être seul.
À moins de 2 km de là, Constantinople, un autre hameau quasi vide. Fédir n'a que faire des appels à l'évacuation. L'homme âgé de 69 ans a décidé de rester avec son fils handicapé. Sa fille, elle, s'est déjà réfugiée à 400 km à l'ouest. Ouais, eh bien comment ? Mon fils est handicapé, ma femme est morte, je sais qu'il pourrait être évacué, je suis chauffeur de camion, j'ai voyagé dans toute l'Ukraine, je connais toute l'Ukraine. Pourquoi dois-je avoir peur ? J'étais à la centrale nucléaire de Tchernobyl, donc j'ai tout vu. J'ai également servi dans notre Crimée ukrainienne. Mes collègues se sont aussi rendus un peu plus au nord, à Pokrovsk, à moins de 10 km de la ligne de front. La population y est passée d'environ 60 000 habitants à 12 000 maintenant. C'est une ville fantôme où les transports en commun ne circulent plus. Alors la ville de Pokrovsk, c'est aussi un axe, une ville qui rejoint une autre grande ville qui s'appelle Konstantinivka, qui se trouve très près de Kramatorsk, qui est une ville aussi très importante pour l'armée ukrainienne. Et cette route qui permet de relier les deux villes est d'une importance stratégique pour les Russes, parce que le fait de la couper va permettre de couper une partie de l'approvisionnement de l'armée ukrainienne. À Pokrovsk, les habitants ne peuvent plus se déplacer que 4 heures par jour, couvre-feu oblige, et l'électricité y est rationnée. Les ingénieurs et techniciens de la compagnie d'électricité locale sont restés. En quelques minutes, ils déploient leurs nacelles, scrutent le ciel à la recherche d'éventuels dangers, puis interviennent sur des fils électriques. Vitali Azinenko, le responsable local. Les gens ne peuvent survivre que s'il y a de l'électricité. Même s'il ne reste qu'une seule personne dans la ville et que nous pouvons rétablir les lignes électriques en toute sécurité, nous continuerons à venir ici. Nous continuerons à travailler. Au fil des semaines, Vitali est cependant devenu fataliste. Au début, nous avons eu peur, mais maintenant nous l'avons accepté. Aujourd'hui ou demain, il ne restera plus rien de notre maison. Il y a déjà des options pour partir, pour avoir un endroit où vivre. Ma famille est partie il y a 2 mois, lorsque l'évacuation a commencé, parce que ma fille a 1 an. C'est notre quotidien. Nous n'avons plus peur. Nous vivons dans le présent. Nous regardons vers l'avenir. Tout ce qui arrive, arrive. L'avenir, il l'espère, c'est peut-être l'arrêt des combats. D'ailleurs, les Ukrainiens rencontrés sur la ligne de front par Florent n'en peuvent plus de la guerre. Mais ils ne croient pas, pour autant, à la paix promise par Donald Trump. En tout cas, pas une véritable paix. On va avoir encore une fois plusieurs cas de figure. J'ai une personne qui vit dans un village de Dachnay, qui se trouve vraiment à quelques kilomètres de la ligne de front, qui me disait, mais peu importe. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus la guerre. Donc on a ce type de personnes qui se fichent un petit peu de l'Ukraine, la Russie, peu importe. Nous, ce qu'on veut, encore une fois, c'est cultiver nos champs, etc. Pour d'autres civils ou militaires, il est hors de question de laisser le moindre kilomètre carré à la Russie. La seule option est de continuer à se battre. Et on a des personnes qui, au contraire, vont nous dire, en fait, non, ici c'est chez moi, c'est l'Ukraine. La paix de Trump, j'y crois pas une seconde, quoi qu'il en soit. On va devoir se battre. Pour eux, la paix envisagée par Trump, qui consisterait en la création d'une zone tampon entre les deux pays, serait impossible à admettre. Les soldats qui se sont battus pour repousser la Russie, beaucoup me disent non, on va pas laisser une parcelle de l'Ukraine à la Russie, on va pas laisser une parcelle de l'Ukraine qui ne soit pas ukrainienne. D'autant que des familles vont se retrouver coupées en deux, de part et d'autre de la ligne de front. Dans tous les cas, pour beaucoup, la paix ne sera en réalité qu'un cessez-le-feu avant une reprise du conflit à plus ou moins long terme. Ce qui revient très souvent, c'est de toute façon, la guerre va repartir. C'est-à-dire que si on gèle le conflit, si on laisse le Donbass à la Russie, où on en fait une zone démilitarisée sous protection internationale, dans leur tête, la Russie va attaquer de toute façon l'Ukraine, que ce soit dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Beaucoup me disent, en fait, on a tout vécu, on a tout entendu, on a eu toutes les bombes possibles. Ce qui manque aujourd'hui, l'ultime chose qui nous fait peur, c'est une attaque nucléaire. Donc il y a quand même une idée qui plane d'une attaque nucléaire qui effraie la population qui reste encore dans ces zones-là. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Maxime Mamet. Cet épisode a été préparé par Emmanuel Bayon. Sur le fil revient demain.